Ce sont deux Écossais. Il faut dire que dans l'Empire britannique, il y avait énormément d'épidémies, en particulier en Inde. Donc, ils se sont intéressés tout spécialement à des épidémies de peste. Donc, il y avait un biochimiste et un médecin militaire, et c'est eux qui ont sorti pour la première fois la structure de tous les modèles modernes. Alors, c'est un modèle qui s'appelle SIR. Donc en anglais, ça veut dire, je vais le prononcer à la française puisque finalement c'est des mots presque français, c'est susceptible, infecté, remis. Alors ce modèle, eh bien écoutez, c'est exactement, si vous, enfin je ne sais pas, ça dépend peut-être de l'âge des auditeurs, mais il y avait à l'école primaire un problème infernal de robinet et de réservoir. Et il fallait calculer en combien de temps on pouvait remplir le réservoir alors qu'il se vidait en même temps, enfin un truc comme ça. Donc c'est exactement la même chose. Au lieu d'appeler ça des réservoirs, on appelle ça des compartiments. Donc il y a le compartiment des gens sains, c'est les gens qui sont, c'est l'ensemble de la population au départ. Ils ne sont pas malades. Alors il y en a qui sont infectés. Ils entrent à ce moment-là dans ce qu'on appelle le compartiment des infectés. Et dans ce modèle simple, ils sont réputés être contagieux pendant tout le temps où ils sont infectés. Et après, ça se termine ou bien ou mal. Si ça se termine bien, ils sont guéris. Et à ce moment-là, ils sont immunisés. Ou bien ça se termine mal et ils décèdent. Mais dans le modèle, c'est un modèle absolument cynique parce que finalement, que la personne soit vivante, immunisée ou décédée, elle joue le même rôle dans la suite de l'épidémie. Alors la suite, voilà. Alors vous avez sans doute entendu parler tous de ce qu'on appelle le R0. Alors souvent, on sait à peu près ce que c'est, mais on ne connaît pas la définition exacte. C'est le nombre de personnes qu'en moyenne, un individu contagieux infecte, mais s'il est plongé dans une population entièrement saine. C'est ça qu'on oublie souvent de dire. Donc, ça veut dire que s'il est dans une population qui est partiellement contaminée, alors on a vu que le S, c'est les gens sains, et N, c'est le total de la population. Donc, il a une probabilité, si par exemple il y a le quart de la population qui est encore saine et qui peut être contaminée, ben, il a une probabilité de 25% de contaminer la personne, puisque dans les autres cas, la personne est immunisée. Donc, ça veut dire que comme il est malade pendant une durée de D jours, ça veut dire que pendant un jour, il faut rediviser par le nombre de jours. Et si on passe à I personnes qui sont infectées, ben on a la seule formule qui permet de tout calculer, c'est-à-dire qui donne le nombre de nouveaux infectés en fonction de la situation de l'épidémie. Donc, il y a un facteur qui dépend du fameux R0, un facteur qui est la population, le nombre de personnes totales de la population étudiée, et la durée de la maladie. Et on multiplie ce facteur par le nombre de gens qui sont déjà infectés et le nombre de personnes qui peuvent encore être infectées. Et ça vous donne le nombre de nouveaux infectés. Et avec ça, vous calculez tout. Alors, vous verrez qu'on a aussi ce qu'on appelle le R effectif. Alors, ça indique le nombre de personnes qui vont vraiment être contaminées par quelqu'un qui est infecté, puisqu'il il va pas contaminer, il va pas être, sauf au début de l'épidémie, il va pas être dans une population où il peut contaminer tout le monde, il peut en contaminer qu'une partie. Donc en fait, il va en contaminer que R0, que multiplie le pourcentage de personnes contaminables dans la population. Alors ensuite, si on était, pour moi, il n'y a aucun doute, si on avait découvert ce schéma, si on avait eu l'idée de ce schéma au XXIe siècle ou même au XXe siècle finissant, on aurait utilisé un tableur. Alors, ne vous effrayez pas, il y a plein de chiffres, mais en fait, c'est extrêmement simple. Donc, j'ai rappelé ici, j'ai pris une épidémie où
le R0 était de 3 pendant la durée de l'épidémie. Une petite population très réduite, il y a une centaine de personnes. C'est par exemple un bateau isolé, comme c'est arrivé déjà. Et la maladie, j'ai pris une maladie qui durait 5 jours. Alors, ce qui se passe au départ, le jour 0, tout le monde est sain. Donc, la population, il y a 100 personnes saines sur 100. On introduit 2 personnes, où il y a 2 personnes qui tombent malades. Donc, à ce moment-là, il n'y en a plus que 98 qui peuvent de nouveau, en plus de ces 2-là, tomber malades. Si on applique notre formule magique là, on voit que les 2 personnes infectées, en une journée, elles vont contaminer une personne supplémentaire. Donc, ça veut dire que quand on en avait 2 infectés un jour, on en a 3 le lendemain. Là, comme on en a 3, ça va le jour suivant en infecter 2. Ça va passer à 5 et le jour suivant, ça va en infecter 3. Donc, on continue comme ça, mais ce qui se passe, c'est qu'au début, les gens malades ici, ils ne guérissent pas puisqu'ils vont être malades pendant 5 jours. Donc, au bout de 5 jours, on a une colonne de gens guéris. Donc, les gens qui guérissent, c'est ceux qui étaient tombés malades 5 jours auparavant. Donc, en fait, on recopie dans la colonne des nouveaux guéris, on recopie la colonne des nouveaux infectés en décalant de 5 jours. Et puis, ensuite, n'importe où dans le tableau, on prend par exemple, si on veut calculer le nombre de personnes qui sont contaminées, qui vont tomber malades le 10e jour, on prend le nombre de ceux qui sont infectés, on le multiplie par ceux qui peuvent encore être infectés, on le multiplie par ce coefficient 0,06 et on obtient le nombre de nouveaux infectés. Ce qui fait que le total de la population infectée, cette fois-ci, ça sera plus seulement le nombre d'infectés du jour précédent avec les nouveaux infectés. Il faudra retirer les 2 personnes qui ont été guéries et qui vont petit à petit aller gonfler le nombre total de personnes qui ont été infectées. Alors, la beauté des tableurs, c'est que vous écrivez la formule d'une case, du calcul d'une case en fonction d'une autre sur les premières lignes du tableur. Et puis après, toc, automatiquement, vous déroulez le tableur et dans une épidémie, après, quand on va passer à des quantités qui concernent des populations de pays entiers, bon, ben, on va faire ça sur un an ou 2, par exemple, et ça prend 2 secondes d'obtenir tous les chiffres. Alors, le tableur, en plus, il a l'avantage, c'est qu'il peut vous tracer des courbes. Alors, la courbe qui correspond au tableur précédent, la voilà. Donc, on a une population de 100 personnes. Ils sont tous en train de tomber malades petit à petit. À la fin, il y en a quelques-uns qui échappent à l'épidémie. Il y en a très, très peu, en fait. L'épidémie, elle passe par un maximum. Donc là, dans le tableau précédent, on a 55 personnes au maximum de l'épidémie. Et ensuite, l'épidémie diminue d'elle-même et s'éteint. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle souvent d'immunité collective. L'immunité collective, c'est quand on atteint le sommet ici. Alors, ce qu'on ne dit pas actuellement, parce que les gens actuellement attendent avec impatience l'immunité collective. Mais l'immunité collective, ça ne veut pas du tout dire que l'épidémie est terminée, ça veut dire qu'elle commence à décroître spontanément, et il va encore y avoir, une fois qu'on a atteint l'immunité collective, il y aura encore pas mal d'infectés et même de morts. J'ai peur que ce soit une très mauvaise surprise, parce que les gens pensent que l'épidémie va s'arrêter quand on aura atteint cette immunité collective. Alors là, il n'y a pas besoin de confinement. Là, une fois que vous avez atteint l'immunité collective, ça diminue tout seul. Alors maintenant, il faut voir un petit peu pour les avantages que présente l'utilisation du tableur, parce que tout le monde n'utilise pas le tableur, on va voir ça plus loin. Il faut voir un petit peu finement ce que c'est que le R0. Alors, le R0, il représente le nombre de personnes qu'on contamine pendant une certaine durée. Donc, ça dépend du nombre de contacts que vous avez qui auraient pu ou qui peuvent entraîner une infection. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes en plein air, c'est peut-être si vous avez approché quelqu'un à 50 cm. Si vous êtes dans un endroit confiné, c'est peut-être 1,50 m. Donc, c'est le nombre moyen de rencontres qui peuvent théoriquement infecter une autre personne.
et cette autre personne, qu'elle fasse partie donc de n'importe quelle catégorie. Alors ensuite, il y a le taux de succès, si on peut dire, de la contamination. Alors là, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de la virulence du virus et ça dépend du comportement des personnes. C'est sûr que si les personnes s'embrassent comme avant la pandémie, ça va faire monter ce taux-là. S'ils mettent des masques, des bons masques, ça va faire baisser ce taux de succès, entre guillemets, de l'infection. Donc, au cours d'une épidémie, le R0, il va varier énormément. Et ça, c'est très important parce que vous verrez plus loin qu'il y a plein de modèles où on se contente d'étudier à R0 fixe, ce qui n'a pas grand sens, puisque dans les épidémies réelles, R0 varie. Alors, pour fixer les idées, le R0, disons dans le monde d'avant, avec la circulation qu'on avait dans les pays occidentaux, avec le manque de précautions qu'on prenait, on a des R0 qui varient de un peu plus de 1 jusqu'à plus de 10. Les maladies les plus contagieuses, ce sont la rougeole et la coqueluche. Le R0 est supérieur à 10. Donc ce sont des maladies extrêmement contagieuses. Le Covid, on a déterminé que le R0 était égal à 3. Donc, c'est déjà pas mal contagieux, mais enfin, ce n'est pas non plus une maladie d'une contagiosité fantastique. Alors, si on pratique un confinement extrêmement strict, comme le premier qu'on a eu, on arrive à le faire tomber à 0,7. On pourrait le faire tomber plus bas si on pratiquait les techniques non pas de confinement, là, mais de quarantaine, en isolant de force et vraiment manu militari toutes les personnes infectées. Je pense que c'est pour ça que les pays asiatiques ont obtenu des fins d'épidémie ou au moins des baisses extrêmement rapides. C'est parce qu'ils ont employé des procédés un peu difficiles à faire passer chez nous et qui ont fait tomber le R0 en dessous du 0,7. Alors, il y a un autre point qui est souvent négligé, c'est que il y a beaucoup de modélisateurs, ils n'aiment pas trop varier les S0 parce qu'en plus, ils ne savent pas trop comment le faire bouger s'ils n'utilisent pas des tableurs. Donc, ils font varier le R0 uniquement quand le gouvernement prend des consignes drastiques. Ils oublient quelque chose, et j'ai trouvé des auteurs américains là, qui en parlaient. Ils disent, on oublie que les gens d'eux-mêmes y prennent des mesures. Et je pense en particulier que dans les pays où les systèmes de santé ne sont pas très bons, je pense en particulier aux pays africains, les gens ont très peur quand il y a une épidémie. Et je pense que de eux-mêmes, ils isolent énormément, ils prennent beaucoup de précautions vis-à-vis des gens malades. Et ils les isolent. Donc c'est pour ça sans doute qu'on a ces résultats surprenants que jusqu'à maintenant, des pays où les systèmes de santé sont vraiment médiocres, ne sont pas complètement envahis. On craignait au départ une invasion terrible dans ces pays. Ça va peut-être venir, mais pour l'instant, ce n'est pas venu. Et personnellement, je pense que c'est venu de ces actions, ces initiatives populaires qui sont liées à la peur, en fait. Alors, c'est pour ça qu'un tableur, ça présente énormément d'avantages, parce que le R0, vous avez vu, il est dans une colonne. Dans l'exemple que je vous ai montré, je l'ai laissé fixe pendant toute une épidémie. C'est un exemple d'épidémie que j'ai pris pour pouvoir vous comparer à celui qu'il y a dans les cours d'épidémiologie. Mais si on veut faire varier le R0, s'il y a un confinement, on peut le faire varier de façon brutale. Si on estime que, par exemple, les individus soumis à confinement l'abandonnent progressivement, on peut le faire remonter tout doucement. Ensuite, on peut faire varier d'autres paramètres. Par exemple, la durée moyenne d'infection, elle est assez fixe pour une maladie. Mais si au cours de la maladie, on trouve des très bons traitements, on peut la faire diminuer. À ce moment-là, dans le tableur, c'est extrêmement facile de faire varier ou de façon un peu brutale ou de façon très graduelle le dé. Et ça va même plus loin, c'est qu'il est extrêmement facile avec un tableur
d'introduire la vaccination. Ben, simplement, on fait passer des gens du compartiment des gens sains aux gens immunisés. Ils ne passent plus par la case infectée. Et on peut aussi introduire, ce qui malheureusement est arrivé, l'irruption d'un variant de contagiosité différente. Et ça m'a beaucoup amusé parce que en introduisant avec un tableur, par rapport à des anciens tableurs que j'avais faits, quand j'ai voulu introduire au début de l'année, on a eu au début de l'année 2021, on a eu à peu près en même temps l'arrivée du variant dit britannique et des vaccinations. Donc moi, pour introduire dans un tableur simple qui ne tenait pas compte de ces facteurs-là, pour introduire le nouveau variant et la vaccination, ça m'a pris, je ne sais pas, 2 heures. Et j'ai constaté que dans les modèles institutionnels dont je vais parler plus loin, ils ont introduit d'abord le variant, après l'immunisation, mais apparemment, il leur fallait des jours et des jours, et c'est des équipes de je ne sais combien de personnes, hein. Donc apparemment, quand même, l'utilisation du tableur, ça simplifie diablement les choses. Donc on va parler maintenant de ce qui s'est passé réellement. Oui, alors j'oublie qu'il y a aussi un aspect qu'on peut, même avec un tableur, j'ai repris une maxime qui est dans la note de Cédric Villani, médaille Fields, et député, il s'est beaucoup intéressé à la modélisation et il a fait une belle note à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques l'année dernière, au mois d'avril. Et il y a un de ces paragraphes qui s'appelle « Complexifier pour affiner ». Et effectivement, quel que soit le modèle, après avoir fait quelque chose d'assez simple avec une population homogène, on peut raffiner en introduisant des compartiments supplémentaires. C'est-à-dire on peut faire un compartiment pour des jeunes, un compartiment pour des gens plus âgés, parce qu'ils ne vont pas avoir les mêmes caractéristiques de réaction par rapport à l'infection. Et puis, on peut aussi tenir compte des contacts qui ne se font pas de façon homogène. Parce que, par exemple, on peut définir des interactions à l'école. Alors, à l'école, ça va être les jeunes entre eux et une partie des gens plus âgés qui sont leurs enseignants. Les gens très âgés, en général, ils se fréquentent entre eux. Donc, on peut faire des échanges qui se concentrent sur les gens en fait, de caractéristiques voisines. Et c'est ce qu'on appelle des matrices de contact. Donc, on fait des tableaux et on peut gérer des contacts privilégiés entre différentes catégories de population. Donc, ça, on peut l'appliquer tout à fait au petit modèle le petit modèle de tableur simplifié que je vous ai présenté. Alors maintenant, on va voir que l'histoire réelle, en fait, elle est beaucoup plus compliquée parce que en 1927, il n'y avait pas d'ordinateur. Alors en 1927, pour essayer d'obtenir les fameuses courbes qui donnent la courbe avec les 3 couleurs qui donnent les gens qui peuvent encore être infectés, les gens infectés et les gens rétablis, la technique, on ne peut pas faire à la main des calculs sur des centaines de jours, ça prendrait trop de temps, quoi. Donc la technique, c'est au lieu de prendre jour par jour, on fait évoluer les intervalles de temps vers des durées de plus en plus courtes, et à la fin, on tombe sur ce qu'on appelle des équations différentielles, c'est-à-dire pour ceux qui ont des souvenirs de mathématiques, ce sont des équations qui donnent des relations entre des fonctions et leurs dérivées. Donc, ils sont arrivés à des équations différentielles. Seulement, ces fonctions-là, ces équations qu'en général, on ne sait pas résoudre. On sait simplement les résoudre si elles ont une allure d'équations différentielles correspondant à des fonctions qu'on connaît. Donc, c'est un peu soit la chance, soit le fait qu'on prend des simplifications pour essayer de tomber sur des équations qu'on connaît. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de simplifier parce qu'ils avaient prévu le cas bien général où tout pouvait varier, mais ils ont simplifié à outrance et ils ont appelé ça un special case.
Et ils sont arrivés d'ailleurs à un double échec parce qu'ils espéraient arriver à une forme d'équation pour laquelle on connaîtrait des solutions. Personne n'a jamais trouvé ça. Après, il y a des centaines, des milliers de mathématiciens qui se sont escrimés à essayer de trouver des solutions. Ils n'ont jamais trouvé ce qu'on appelle une forme analytique permettant de dire que voilà, S en fonction du temps, c'est telle fonction, etc. I, c'est telle fonction. Donc, ils ont introduit une simplification outrancière, en fait, et les gens sont partis de cette simplification outrancière, et c'est devenu le reste de leur travail, c'est essentiellement une communication d'une vingtaine de pages, c'est tombé dans l'oubli pratiquement, et tous les gens qui sont occupés d'épidémie après, ils sont partis des équations qui correspondent à ce special case complètement simplifié, et on va voir qui est faux, et ils ont dérivé tous les calculs actuels de là. Alors, certains d'entre eux compensant les erreurs, mais c'est une infime minorité, la plupart d'entre eux arrivant et se complaisant dans les erreurs en question. Alors, si avec un tableur, on essaie de voir ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose d'ahurissant. Au lieu de dire que les nouveaux guéris, c'était les nouveaux infectés avec un décalage qui correspondait à la durée de la maladie, ils sont partis de l'idée que les nouveaux guéris, il y en avait un nombre qui était proportionnel à ceux qui étaient infectés. Ce qui peut être vrai dans le cas où le nombre d'infectés ne varie pas, où il y a un flux constant de malades qui est à peu près, de nouveaux malades qui est à peu près égal au flux constant de gens qui guérissent. Mais dans la période où la population d'infectés augmente, c'est catastrophique parce que on le voit dans le tableau là, on commence à faire guérir des gens avant les 5 jours. Donc, ça veut dire qu'en période de croissance d'une épidémie, ça va guérir artificiellement des gens qui ne peuvent pas guérir. Donc, ça va minimiser la hausse du nombre de la vitesse à laquelle l'épidémie se répand. Et alors, si on a un confinement, à ce moment-là, le nombre de nouvelles infections va diminuer. Eh bien, eux, ils vont le faire diminuer trop lentement. Donc, leur modèle spécial, là, trop simplifié, il aboutit à un amortissement des mouvements de nouvelles infections et de nouvelles guérisons. Alors, j'ai extrait ça volontairement d'un cours standard, c'est un cours sérieux, hein, c'est le cours de l'AgroParisTech, modèle épidémiologique, avec R0 égale 3, donc on va pouvoir directement le comparer. Donc vous retrouvez bien la courbe des infections qui monte jusqu'à une trentaine de personnes. Alors j'ai repris dans le diagramme suivant donc, ceux qui trouvent en employant un tableur avec leur procédé erroné. Donc on trouve bien un maximum d'une trentaine de personnes infectées au maximum de l'opération. Et avec la méthode correcte, ben là, j'en trouve 55. Et en plus, ils arrivent beaucoup plus vite. Donc, ce qui veut dire que ce qui figure dans tous les cours d'épidémiologie de base actuellement, c'est erroné, parce que c'est insuffisamment réactif par rapport au développement réel d'une équation, d'une épidémie. Mais c'est considéré, c'est les équations du modèle SIR, c'est considéré comme le truc dont il faut partir. Et ce qui est remarquable, et d'ailleurs j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps une communication mais qui date de plusieurs années d'universitaires néerlandais et qui disent mais c'est incroyable, ces gens qui parlent des équations du modèle SIR, qui sont bien codifiées dans toutes les études, ils n'ont jamais lu le reste de l'étude. Bon, alors, ce qui se passe ensuite, c'est que les personnes qui ont tenté de faire de la modélisation, bon,
ils ont été très attirés par la façon de complexifier ce qu'ils trouvaient pour affiner. Alors ça, c'était tout à fait légitime de penser au fait que les jeunes ne se contaminaient pas de la même façon que les gens plus âgés, etc. Donc, ils ont rendu leur système, enfin leur modèle plus compliqué, mais dans un but tout à fait louable, je dirais. Alors, il y en a d'autres qui… Alors, un des défauts du modèle, comme il réagit mal, c'est qu'il rendait très mal compte des débuts d'épidémie. Donc, il y en a qui se sont dit, ça ne va pas, ça, donc il faut remplacer ça par des techniques probabilistes. Alors, ils ont utilisé ce qui s'appelle des modèles stochastiques, qui, du point de vue mathématique, sont extrêmement compliqués. Et là, ils arrivaient à reconstituer le début d'épidémie à sa vitesse réelle. Et puis alors enfin, il y a les gens des grands organismes. Alors là, j'ai eu pas mal de difficultés à comprendre ce qu'ils faisaient, parce qu'ils s'en vantent pas beaucoup. Alors ils font les deux, eux, parce qu'ils ont quand même constaté, ils ont quand même été conscients du fait que l'équation sur laquelle étaient basés tous les cours, ben, elle était complètement erronée. Alors, mais ils ne veulent pas le reconnaître. Je ne sais pas pourquoi. Si je montre ça à des gens qui ont l'habitude de la modélisation dans d'autres domaines, par exemple en physique, ils me disent, mais oui, ça ne tient pas debout, cette modélisation, il faut la remplacer par autre chose. Si on en parle à des personnes du milieu médical, alors s'ils ne sont pas modélisateurs eux-mêmes, ils disent, oh là là, la modélisation, c'est très très compliqué, c'est une affaire de spécialistes, je ne peux pas vous répondre, consulter quelqu'un qui fait de la modélisation. Et les modélisateurs professionnels, en général, ce n'est pas des gens bavards, ils veulent garder leur petit secret de fabrication de modèles. Et j'en ai trouvé qu'une équipe, qui est reconnue d'ailleurs comme équipe, tout à fait valable en domaine de modélisation, c'est une équipe universitaire de Montpellier, et qui m'a donné effectivement la description de ce qu'ils avaient comme procédé pour compenser l'erreur, ce que j'ai appelé l'erreur de 1927. Mais les autres, il n'y a pas moyen de les amener à reconnaître ça. Donc le résultat, c'est que les modèles sont devenus tellement complexes qu'il n'y a plus que leurs auteurs qui les comprennent. Il n'y a plus que les mathématiciens qui s'occupent de modélisation. Si vous demandez à quelqu'un qui s'intitule épidémiologiste ou épidémiologue, je ne sais pas trop comment on dit, il ne connaît rien en général à la modélisation. Je pense que c'est dans les cours plutôt de santé publique, mais apparemment, il se défausse sur les mathématiciens, parce que c'est devenu trop compliqué. Du coup, il y a toute une partie du corps médical qui est devenue extrêmement sceptique vis-à-vis de la modélisation, et le pouvoir politique, qui pourtant a accès aux meilleures modélisations, qui a certains doutes. Alors, vous allez voir, alors, voilà l'horreur de la modélisation mathématique. En dehors de l'auteur, je ne vois pas trop qui va suivre des calculs de ce type-là. Alors du coup, vous avez eu une déclaration du professeur Raoult qui a écrit, lui, il n'a même pas déclaré, il a écrit qu'il s'agissait d'une prophétie moderne comme l'a été l'astrologie à un moment donné. Et il a, devant la commission parlementaire, il est venu déposer, là, depuis qu'il y a l'épidémie, il a dit que les personnes qui cherchaient à modéliser des maladies qu'on ne connaissait pas encore parfaitement étaient des fous. Et alors, un autre professeur qui s'est fait connaître dans les médias, professeur Christian Perron, alors, vous savez que pendant la deuxième vague, les modélisateurs, et je reconnais ça, ils disaient qu'il allait y avoir une deuxième vague. Mais il disait qu'elle allait arriver assez lentement. En fait, elle est arrivée beaucoup plus rapidement que ce qu'il prévoyait. Mais du coup, Perron, il croit tellement peu dans la modélisation qu'il a déclaré « L'épidémie est en train de se terminer. » On a vraiment l'impression on a vraiment pris les Français pour des cons. Après avoir dit ça, l'épidémie est en train de se terminer. 2 mois plus tard, il y avait 400 morts par jour. Bon. Là, une petite citation que
quelqu'un qui a l'habitude de publier, il dit bah maintenant le milieu médical, alors il a appelé ça hermétique à la moindre équation, j'aurais plutôt dit il est réfractaire. Il dit on m'a dit quand j'écrivais dans un journal scientifique, il ne fallait pas mettre d'équation parce que chaque fois que j'en mettais une, je perdais 20% de mes lecteurs. Donc voilà le climat actuellement. Alors le pouvoir politique, lui, il est arrivé à autre chose, c'est que cette histoire du déconfinement de la première vague, oui, il a laissé des traces parce que les modélisateurs, ils annonçaient une deuxième vague qui allait arriver très très lentement. Donc, au niveau des pouvoirs publics, ils attendaient, et puis c'est monté beaucoup plus vite que prévu à la fin, ce qui fait qu'ils ont été obligés, ils ne voulaient surtout pas instaurer un confinement, ils voulaient faire des choses plus douces, mais ils ont tellement attendu du coup qu'ils ont été obligés de mettre en place un vrai deuxième confinement, qui était plus léger que le premier, mais qui était quand même un confinement. Et alors, inversement, les modélisateurs, comme je vous les ai dit, ils sous-estiment les mouvements de montée et de descente des infections dans des cas de choc énergique. Et alors, ils ont présenté, au moment où a été décidé le deuxième confinement, où il y a eu le discours du président Macron annonçant ce deuxième confinement, pour le justifier, il a repris une des hypothèses qu'il avait eues d'un des modèles qui ont l'oreille des pouvoirs publics, et il a déclaré, quoi qu'on fasse maintenant, il va y avoir 9000 personnes en réanimation le 15 novembre. Il y en a eu 5000. Donc depuis, je crois qu'il a gardé une dent contre les modélisateurs qu'il avait incités à raconter ça, parce qu'il a été accusé d'avoir noirci le tableau pour pratiquer, pour mettre en œuvre un confinement avec je ne sais quelles arrière-pensées, si vous voulez. Donc voilà le climat général de la modélisation. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu les enseignements qu'on peut quand même tirer d'un petit modèle simplifié. Ça va vous montrer comment on peut interpréter l'historique de l'épidémie. Donc, alors ici, vous avez, c'est en violet, non, c'est en bleu. En bleu, vous avez le R0. Alors, je l'ai multiplié, comme il y avait sur la même échelle le nombre d'infections, je l'ai multiplié par 100 000, mais ça veut dire que c'est un R0 de 3. Donc, avant le premier confinement, on est à 3. On passe à 0,7. Il y a la fin de confinement, on grimpe tout doucement, on regrimpe. On a dû monter vers quelque chose autour de 1,4. Et puis, comme on a maintenu le 1,4, il y a eu une deuxième vague. À ce moment-là a été décidé le deuxième confinement. Le deuxième confinement, visiblement, il a fait redescendre le R0. Il était beaucoup moins sévère que le premier. Donc, on n'est pas descendu à 0,7. On a dû descendre autour de 1. Bon. Et puis après, il y a eu l'histoire de Noël. Donc, on a déconfiné à la mi-décembre. Et puis, on a commencé à mettre des couvre-feux, puis à reconfiner à partir de la mi-janvier. Donc, ça donnait la courbe bleue. Mais en fait, tout allait visiblement se terminer, surtout que la vaccination pouvait commencer. Seulement, en sourdine, il y avait le fameux mutant anglais, le fameux, voilà, et qui a commencé à avoir un effet significatif début janvier. Et ce fameux variant, avec une contagiosité supérieure de 1,5 à peu près au virus de 2020, quand on emploie le modèle, là, simplement le simple modèle avec le tableur, on s'aperçoit qu'il remplace en 2-3 mois, il remplace complètement, pratiquement, le virus de l'année précédente. Alors, ce qui s'est passé, c'est que bien sûr, on a les deux
au niveau du nombre d'infectés, ben, c'est la somme des infectés par le virus de 2020 qui continue sa vie et par le variant anglais qui grimpe à toute allure parce que lui, alors c'est un virus qui commence à être extrêmement contagieux. Alors, ce qui s'est passé, c'est que par chance, au moment pratiquement où arrivait le virus, oui, c'est ça, le virus anglais, on a eu le début des vaccinations. Donc, on a, après quelque chose d'extrêmement complexe qui se passe là, qu'on observe d'ailleurs sur les courbes. Alors, les courbes les plus fiables pour avoir le nombre d'infectés, ça a été jusque-là le nombre de décès à l'hôpital 15 jours plus tard. Parce que les nombres d'infectés, j'en parlerai après, c'est un peu n'importe quoi autrement, ceux qu'on annonce. Donc, on a eu effectivement une montée plus rapide que ce qu'on avait prévu avant. On a eu une redescente qu'on a pu observer. On a eu une remontée et actuellement, on se trouve sur une espèce de plateau qui vraisemblablement, compte tenu du rythme de vaccination qu'on a, est l'amorce d'une redescente. Donc, on doit se trouver à peu près à ce moment de l'infection. Alors, il faut bien voir que j'ai mis ici, donc, en bleu, c'est le R0 du variant 2020. Bon, pour ne pas compliquer le graphique, je n'ai pas mis le R0 de la version anglaise. Il faut multiplier le chiffre qui est là par 1,5. Et en violet, j'ai mis le chiffre. Alors, c'est celui qu'on appelle le R effectif, parce que à mesure que l'épidémie a infecté de plus en plus de monde, chaque infecté, à son tour, infecte moins de monde, puisqu'il y a moins de personnes qu'on peut infecter. Donc, ce R effectif, petit à petit, il passe en dessous du R0. Donc, après, comme il y a le variant anglais qui arrive là, alors ce R effectif qui était un R effectif du variant 2020, ça devient, là, c'est un R effectif composite qui tient compte à la fois des deux types de virus. Et il diminue sous une double influence, il diminue à cause de la vaccination et à cause du fait qu'il y a de plus en plus de gens qui ont été infectés. Actuellement, on est à peu près à une égalité de population vaccinée et de population infectée et immunisée. Donc, c'est les deux qui commencent à avoir un effet qui joue de façon favorable, parce que sans vaccination, avec ce variant anglais, on serait dans une situation épouvantable actuellement. Alors, je vais vous montrer après quelques hypothèses. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est de savoir comment on va sortir de cette situation. Alors, j'ai imaginé, par exemple, qu'on cherchait à sortir pas ni trop rapidement, ni trop lentement. J'ai compté sur 100 jours. Donc, si on voulait sortir sur 100 jours, mais revenir exactement à la vie qu'on avait avant, eh ben, on se paierait une 4e vague. Si on tarde un peu plus, 15 jours de plus, vous voyez, le R effectif, il fait une petite remontée au-delà de 1. Donc, il y a un semblant de vague, de 4e vague. Si on va au 1er juillet, là, c'est bon, vous voyez la courbe du R effectif, elle remonte quand on déconfine, mais elle passe jamais au-dessus de 1. Donc là, normalement, ça devrait passer. Donc voilà, vous voyez qu'avec un petit modèle très simple, mais basé sur un tableur, on arrive très très facilement à voir ce qui se passe. Je ne dis pas que ça donne des prévisions excellentes, mais je dis que c'est quand même un outil intéressant. Et c'est un peu dommage qu'au niveau des pouvoirs publics, alors je ne sais pas s'ils en ont, mais pour dialoguer avec les gens qui ont les très grands modèles, je pense que ce serait quand même intéressant de tester soi-même
parce que c'est extrêmement facile, je vais vous le montrer après avec le tableau Excel, mais à ce moment-là, des personnels politiques, par exemple, ou administratifs, ou médicaux, mais sans compétences de modélisation particulière, ils pourraient faire varier des hypothèses sur un tableur, ça je pense qu'ils pourraient faire ça assez facilement, et à ce moment-là dire, ben attendez, et dire aux modélisateurs professionnels, attendez voir, on a vu sur avec notre tableur que dans tel cas, si on redémarrait à tel rythme, à telle date, c'était un peu dangereux, qu'est-ce que vous en pensez? Et faites-moi une étude, parce que les modèles des modélisateurs professionnels, ils sont tellement complexes qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte dans tous les sens qu'en général, ils présentent un nombre d'options extrêmement réduit. Il y en a qui sont accessibles sur Internet. Ils publient de temps en temps des conclusions. Il y a eu une très grande il y a à peu près un mois, tous les organismes les plus réputés, là, vraiment professionnels, qui ont sorti une étude, mais franchement, je ne vois pas ce qu'un décideur politique ou médical, ayant une telle étude, peut modifier, parce que ils prennent en compte tellement de paramètres qu'après, ils présentent quelques cas et les allers-retours avec eux sont extrêmement complexes, quoi. Donc moi, je pense qu'il faudrait absolument utiliser des petits modèles de ce type-là pour dialoguer au moins avec les modélisateurs bon, mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas trop en entendre parler. Ils tiennent à rester dans leur image de grands modélisateurs ayant des boîtes noires où on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur et où, tels des grands gourous, ils disent de temps en temps, oh, voilà ce qui va se passer, quoi. J'ai un peu cette impression.